En ce moment, il y a des développeurs dans les grandes boîtes tech qui se posent une question qu'ils n'auraient jamais imaginé se poser il y a de cela 5 ans. Est-ce que mon poste existera encore dans 3 ans? Et croyez-moi, ce n'est pas de la paranoïa. C'est une réaction rationnelle face à ce qu'on observe. Des modèles d'IA qui génèrent du code Spring Boot fonctionnel en quelques secondes, qui expliquent des stack traces complexes mieux que certains collègues et qui ne demandent jamais d'augmentation. Alors aujourd'hui, on va regarder ce sujet en face, sans bullshit et sans discours rassurant en mode « Ne t'inquiète pas, l'IA ne remplacera jamais les développeurs ». Dans cette vidéo, on va disséquer exactement ce que l'IA fait bien, ce qu'elle fait moins bien et surtout comment toi, en tant que développeur, tu peux devenir objectivement irremplaçable dans un écosystème où l'IA est omniprésente. Donc que tu sois junior en train de débuter ou senior avec 10 ans de production derrière toi, cette vidéo va changer la façon dont tu penses ton rôle. Commençons par être honnête sur ce qui se passe réellement. En 2024, Copilot était déjà utilisé par plus d'1,8 million de développeurs. En 2026, les modèles comme Kimi 2.5, Claude Opus ne génèrent plus juste des snippets. Ils réfactorisent des grosses codebases, proposent des architectures, écrivent des tests unitaires et documentent même le code legacy que personne ne veut toucher. Donc c'est réel, c'est puissant et ça va continuer de s'améliorer. Maintenant, il y a une chose qu'il est important de comprendre. L'IA n'a pas été conçue pour penser. Elle a été conçue pour prédire. Ce que fait un LLM quand il génère du code, c'est fondamentalement une opération statistique. Il prédit le token le plus probable compte tenu du contexte. En gros, il ne comprend pas vraiment ton système, il ne connaît pas ton historique de décision technique et il n'a donc aucune idée que la classe Order Service a été refactorisée 3 fois en 18 mois parce que les règles métiers changent tous les trimestres. Et c'est là où la narrative populaire se plante complètement. L'IA n'est pas un développeur junior qui apprend vite. C'est un outil extraordinairement puissant, mais fondamentalement sans contexte métier, sans mémoire système et sans responsabilité. Voici une analogie que j'aime bien utiliser. L'IA, c'est comme un moteur de Formule 1, incroyablement performant dans les bonnes conditions, mais sans pilote qui comprend la piste, qui anticipe la météo et qui gère la stratégie, ce moteur ne finit tout simplement pas la course. Et toi, tu es le pilote. La question n'est donc pas est-ce que l'IA va me remplacer? La vraie question c'est est-ce que je sais piloter cet outil mieux que les autres? Rentrons maintenant dans le concret, parce que c'est là que ça devient intéressant. Prenons un scénario réel. Tu travailles sur une application Spring Boot e-commerce. Tu as un bug en production, des commandes passent parfois en état confirmé sans que le paiement soit effectivement validé. Le bug est intermittent, donc ce n'est pas facilement reproductible en local. Si tu demandes à l'IA, tu es obligé de lui donner la stack trace complète. Et après un bon moment à cramer tes tokens, elle va finir par te donner une réponse. Propre, logique et parfois complètement à côté de la plaque. Parce que toi, tu sauras après avoir cherché dans les logs pendant 45 minutes et la connaissance de la codebase que le vrai problème c'est une race condition entre deux threads. Le service de notification d'un système externe envoie un event de confirmation de paiement via Kafka et dans certains cas, cet event arrive après qu'un second appel asynchrone ait déjà tenté de confirmer la commande, contournant complètement la vérification que tu as mis en place. L'IA n'avait pas le contexte, elle ne pouvait pas l'avoir et elle a donc répondu à la question posée et pas au problème réel. C'est exactement ça. La logique métier n'est pas évidente. Les bugs qui ne ressemblent à rien dans la doc, les comportements émergents d'un système distribué ou les décisions d'architecture qui datent d'avant ton arrivée et dont la logique n'est documentée nulle part parce qu'elle était dans la tête du CTO qui a quitté l'entreprise. Ce genre de debugging, c'est 80% de compréhension contextuelle et 20% de code. L'IA excelle surtout dans les 20% et le reste c'est à toi de le faire. Et il y a un autre angle que les gens sous-estiment souvent, la traduction du flou en concret. Un PO qui te dit on veut que le processus de commande soit plus fluide, ça veut dire quoi exactement? Est-ce qu'on parle de latence technique, du X, de réduction d'étapes ou de gestion des erreurs visibles côté utilisateur? Cette capacité à prendre une exigence ambiguë, à poser les bonnes questions, à la décomposer en specs techniques cohérents avec le système existant, c'est une compétence profondément humaine. L'IA peut t'aider à rédiger des specs une fois que tu les as définis, mais la définition elle-même, c'est ton travail. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup pour expliquer cette limite de l'IA. Et imagine que tu demandes à quelqu'un de te décrire une forêt. Si cette personne n'a jamais vu que des photos d'arbres individuels, elle peut te décrire chaque arbre avec une précision parfaite. Mais elle ne pourra jamais te dire si la forêt est saine. Elle ne verra pas les maladies qui se propagent d'un arbre à un autre et elle ne comprendra pas pourquoi les arbres en lisière de forêt poussent différemment. L'IA voit les arbres et toi, tu dois voir la forêt. Concrètement, imaginez une architecture microservice pour un système de gestion de commandes. C'est décider aujourd'hui de quelque chose dont les conséquences vont se faire sentir dans 18 mois. Est-ce qu'on sépare carte service et order service dès maintenant ou on les garde couplés pour simplifier les transactions? Si on les sépare, on gagne en scalabilité, mais on introduit de la complexité dans la gestion de la cohérence des données. Est-ce que le business pourra absorber le coût aujourd'hui? Ce genre de décision implique de comprendre la trajectoire de croissance du produit, des contraintes budgétaires de l'équipe, la dette technique existante et les priorités business des prochains 6 mois. L'IA peut générer 10 architectures différentes en 30 secondes. Elle peut même argumenter pour chacune d'elles, mais elle n'a aucune façon de savoir laquelle est juste pour toi maintenant dans ce contexte précis. Et c'est exactement pour ça que les tech leads et les architectes
d'architectes ne sont pas en train de disparaître, au contraire, ils deviennent plus importants. Parce que dans un monde où n'importe qui peut générer du code rapidement, la valeur se déplace vers ceux qui savent quoi construire, pourquoi et dans quel ordre. La vision à long terme, la gestion proactive de la dette technique ou les trade-offs éclairés. Ce sont des compétences qui se construisent sur des années d'expérience confrontées à de la réalité, pas des patterns que l'on peut interpréter statistiquement. Maintenant qu'on a posé les bases de ce que l'IA ne peut pas faire, parlons de comment l'utiliser pour devenir objectivement meilleur que ceux qui ne l'utilisent pas. Premier principe, utilise l'IA pour éliminer le bruit et pas pour remplacer la réflexion. Alors en pratique, ça ressemble à quoi? Dans ton quotidien Spring Boot, il y a une quantité massive de code à faible valeur cognitive. Les DTO, les mappers, les tests unitaires sur des méthodes simples, la configuration de bin ou la génération de l'ADOC. Ce code doit exister, mais il ne requiert pas ton intelligence. Délègue-le complètement. Un bon prompt, tu relis, tu valides et tu passes à la suite. Tu récupères facilement 30 à 40% de ton temps sur ce type de tâche. Deuxième principe, la qualité du prompt détermine la qualité du résultat. Il y a une vraie compétence qui s'appelle le prompt engineering. Et les développeurs qui la maîtrisent ont un avantage compétitif réel en ce moment. Un prompt vague donne un résultat générique. Un prompt précis, contextualisé, avec des contraintes explicites du système, donne quelque chose d'utilisable. Exemple concret, au lieu de demander génère un service Spring Boot pour les commandes, tu demandes génère un order service utilisant le pattern CQRS avec séparation des commandes de lecture et d'écriture dans un contexte microservice où la cohérence éventuelle est acceptable. Les événements sont publiés sur Kafka. Crois-moi, la différence de résultat est juste énorme. Troisième principe, utilise l'IA pour les code reviews. Avant de soumettre une PR, colle ton diff dans un LLM et demande-lui d'identifier les edge cases que tu aurais pu manquer, les problèmes de performance potentiels et les violations de principes solides. Ce n'est clairement pas infaillible, mais c'est une couche de validation supplémentaire qui prend 2 minutes. Le développeur qui combine son expertise technique avec une utilisation efficace de l'IA ne fait pas le même travail qu'avant. Il fait plus, mieux, plus vite. Et ça, c'est une valeur que ton employeur voit directement. On arrive à la conclusion et j'ai envie d'être direct avec toi. La question, est-ce que l'IA va remplacer les développeurs, est la mauvaise question. La bonne question, c'est quels développeurs seront les plus précieux dans 5 ans? Et la réponse, elle se dessine clairement. Ce ne sont pas ceux qui écrivent le plus de code, c'est déjà une commodité. Ce sont premièrement ceux qui comprennent les systèmes dans leur globalité, ceux qui font le lien entre les contraintes techniques et les enjeux business, qui anticipent les problèmes avant qu'ils n'arrivent et qui savent prendre les décisions architecturales dans l'incertitude. Ce sont ceux qui savent collaborer et communiquer, pas juste avec les autres développeurs, mais avec des PO, des designers et des stakeholders. Cette compétence d'interface entre le monde technique et le monde métier, l'IA ne peut pas la remplacer parce qu'elle implique de la confiance, de la négociation et de la compréhension des enjeux humains. Enfin, ce sont ceux qui développent une expertise profonde, pas juste sur un framework, mais dans un secteur spécifique. Un développeur qui comprend vraiment la finance, la santé ou le bancaire est infiniment plus utile qu'un développeur généraliste parce qu'il sait poser les bonnes questions que l'IA ne peut même pas formuler. Donc concrètement, si tu veux construire une valeur irremplaçable aujourd'hui, investis dans le système design, comprends comment les systèmes distribués fonctionnent vraiment, lis des post-mortem d'incidents, réfléchis aux trade-offs et pas aux solutions. Développe ton expertise métier, comprends le business de ta boîte mieux que quiconque dans ton équipe tech et deviens la personne vers qui les PO viennent en premier. Construis aussi ta réputation de leader technique, mentor quand c'est possible, fais des codes review de qualité et documente des décisions architecturales. La confiance que les gens ont en toi, ça, l'IA ne peut pas la générer. L'IA va continuer à s'améliorer, c'est certain, mais elle va surtout amplifier l'écart entre les développeurs qui réfléchissent et ceux qui exécutent. Donc tu as tout intérêt à te positionner du bon côté de cet écart. Si cette vidéo t'a donné une perspective différente sur ton rôle en tant que développeur dans un monde avec l'IA, laisse un commentaire et dis-moi ce que tu en penses. Et si tu veux aller plus loin sur les stratégies concrètes d'architecture Spring Boot ou sur comment utiliser l'IA efficacement dans ton workflow, abonne-toi car il y a plein de vidéos qui arrivent sur ces sujets. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regardes cette vidéo. Et je te donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo.